Notre système solaire pourrait cacher d'autres planètes dans sa poche. Nous connaissons officiellement 8 planètes, mais elles ne sont pas les seules à avoir survécu à la formation chaotique de notre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Les astronomes disent qu'il y a 3 catégories de planètes dans notre système solaire. Nous appartenons à la première, les 4 planètes rocheuses intérieures qui tournent paisiblement autour du Soleil. Elles sont situées dans la ceinture principale d'astéroïdes qui sépare Mars de Jupiter, qui fait partie de la deuxième catégorie. Celle-ci est constituée d'un groupe de planètes situées dans le système solaire externe, les géantes gazeuses. Ces planètes ont d'énormes quantités de glace et de gaz tout autour de ce que les scientifiques pensent être leur noyau rocheux. Le troisième groupe se trouve au-delà de la zone où se trouvent nos planètes locales, quelque part après Neptune. C'est le domaine où l'on trouve des planètes naines comme Pluton, Eris et Sedna, et de nombreux corps spatiaux plus petits comme les comètes. Mais de nouvelles découvertes indiquent que quelque chose d'autre pourrait se cacher dans l'obscurité, en plus des planètes naines et des petits corps spatiaux. Peut-être même une nouvelle planète. Selon les modèles élaborés par les scientifiques, notre système solaire externe comptait autrefois une ou plusieurs planètes rocheuses de la taille de Mars ou de la Terre. Avec le temps, ces roches errantes ont interagi avec les larges champs de gravité de nos géantes gazeuses. Cela les a projetées sur une orbite lointaine, loin du voisinage. La question est de savoir si l'une de ces planètes de la taille de Mars a survécu et pourrait vraiment être quelque part là-bas. Les scientifiques ont réalisé des simulations pour voir ce qui pourrait se passer. Elles ont montré que dans la moitié des cas où les planètes interagissent avec la gravité des géantes gazeuses, elles sont éjectées dans l'espace interstellaire. Dans l'autre moitié, il reste des objets libres de masse planétaire dont l'orbite est similaire à celle des objets de la ceinture de Kuiper. Il n'y a plus qu'une chose à faire, les dénicher. Les astronomes ont trouvé la planète la plus solitaire de l'univers. Ils essayaient de trouver des naines brunes très lointaines, appelées étoiles ratées, car elles ne deviennent jamais assez grosses pour briller. Les étoiles naissent avec de grandes masses, ce qui signifie qu'elles ont aussi une forte autogravité. L'étoile se comprime sur elle-même, cela provoque des températures internes élevées et permet à l'étoile de briller. Mais au lieu de cela, ils ont trouvé une vagabonde solitaire. La planète est âgée de 50 à 120 millions d'années. Et sa température en surface est de 400 degrés Celsius. Comparé aux étoiles, c'est froid. Au début, les scientifiques ont pensé qu'il pouvait s'agir d'une étoile naine brune. Mais si c'était le cas, elle serait beaucoup plus vieille. Cette planète sans étoiles flotte dans l'espace et passe à seulement 130 années-lumière de notre planète. Notre galaxie, la Voie lactée, fait 100 000 années-lumière de large, donc c'est relativement proche. Ce voyageur solitaire est en fait une géante gazeuse 4 à 7 fois plus grosse que Jupiter. Elle a peut-être été expulsée de son propre système solaire à cause des forces gravitationnelles ou entrant dans l'orbite d'une autre planète, où elle s'est formée loin de son étoile mère. Bien au-delà de Pluton, aux confins de notre système solaire, il existe un corps spatial à peu près aussi grand que Pluton, mais un peu plus froid et beaucoup plus dense. C'est probablement un gros corps rocheux recouvert d'un mince manteau de glace. C'est la planète naine Eris. Pluton et Eris occupent tous deux la ceinture de Kuiper, qui est l'anneau le plus reculé des corps spatiaux glacés qui se trouve au-delà de Neptune. Une journée dure 25,9 heures, assez semblable à celle de la Terre. Mais Eris fait le tour de notre Soleil 3 fois plus loin que Pluton, ce qui signifie que son année est assez longue. 557 années terrestres. Eris a une surface brillante et glacée. C'est l'un des corps les plus réfléchissants de notre système solaire. Il renvoie plus de 95% de la lumière qui le frappe. Quelque part, encore plus loin, il y a un super Saturne, beaucoup plus grand que Jupiter ou Saturne. C'est une exoplanète, c'est-à-dire une planète qui tourne autour d'une étoile différente de notre Soleil. Super Saturne se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule exoplanète que nous connaissons avec des anneaux similaires à ceux de Saturne. Elle possède en fait un énorme système d'anneaux, 200 fois plus grand que ceux de Saturne. Il y a plus de 30 anneaux, chacun d'entre eux ayant un diamètre de plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Il existe des vides dans les anneaux, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des satellites intéressants, exolunes, dans les environs. Si ce super Saturne pouvait échanger sa place avec notre Saturne normal, ces anneaux occuperaient complètement notre ciel. Tu pourrais lever les yeux et les voir facilement. La vue serait incroyable, car ils apparaîtraient bien plus gros qu'une pleine lune. Les scientifiques ont trouvé des milliers de planètes en dehors de notre système solaire.
Certaines sont denses comme du fer, tandis que d'autres sont aériennes et légères. Et puis, il y a le monde des eaux, un monde humide, plus grand que la Terre et plus petit qu'Uranus, à 40 années-lumière de nous. C'est une planète aquatique entourée d'une épaisse atmosphère, d'un diamètre 2,7 fois supérieur à celui de la Terre et presque 7 fois plus lourde que notre planète. Elle s'est probablement formée dans un endroit plus éloigné de son étoile où il y avait beaucoup d'eau glacée, mais a ensuite migré vers le lieu où elle se trouve aujourd'hui. Sa température en surface est de 230 degrés Celsius, ce qui est trop chaud pour accueillir la vie comme sur Terre. Elle contient également beaucoup moins de roches et beaucoup plus d'eau que notre planète. Imagine une planète sans terre, mais avec des océans sans fin couvrant toute sa surface. Les hautes pressions et températures formeraient des éléments tels que l'eau superfluide ou de la glace chaude, des matériaux assez exotiques que nous ne pouvons pas voir sur notre planète. Gliese 436b. Il s'agit d'une exoplanète de la taille de Neptune, située à 30 années-lumière de notre planète. Elle effectue une orbite complète autour de son étoile en un peu plus de 2 jours. Cette planète défie les lois de la physique. En effet, elle tourne autour de son étoile, qui est plus petite, plus froide et moins lumineuse que notre Soleil, à une distance 15 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Lorsque nous pensons à la glace, nous imaginons un cube gelé, peut-être dans un verre de jus de fruits. Mais cette planète a une surface glacée, même si la température est de 526 degrés Celsius. Cette température est bien supérieure au point de fusion, mais la glace reste solide et brûlante. Cela se produit à cause de la très forte gravité. Elle compresse la vapeur d'eau dans l'atmosphère en glace solide. La pression ici ne permet pas à la glace de fondre, peu importe la chaleur de la surface. Maintenant, imagine être sur une planète mystérieuse et qu'il se mette à pleuvoir tout à coup. Des saphirs et des rubis. Une exoplanète lointaine, une géante gazeuse située à 1000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Cygnus et 16 fois plus grande, possède une météo spécifique avec des tempêtes assez violentes. Et donc oui, des rubis et des saphirs sont répartis sur la planète lorsqu'il pleut. Du côté obscur de la planète, il y a une grande quantité de corindon dans l'atmosphère. Et le corindon est le matériau dont sont faites les pierres précieuses comme les saphirs et les rubis. Les nuages de corindon donnent une vue assez incroyable. La planète est en proie à des vents violents qui se transforment souvent en tempêtes puissantes qui poussent d'énormes masses de ces nuages à travers la planète. Bien que celle-ci soit inhabitable, il serait certainement intéressant de venir y ramasser quelques pierres précieuses. Le climat y est tout de même assez sauvage et les températures dépassent les 2500 degrés Celsius. En comparaison, Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire et sa température n'est que de 475 degrés Celsius. En regardant l'étendue de l'espace, tu peux voir un beau petit point bleu dans l'obscurité sans fin. Il s'agit d'une exoplanète située à 63 années-lumière de nous, dans la constellation de Vulpecula. Mais elle est beaucoup plus chaude et plus grande que notre maison, environ la taille de Jupiter, et complète l'orbite autour de son étoile haute en seulement 2,2 jours terrestres. Cette orbite est si proche que la planète est très probablement bloquée par les marées. Cela signifie qu'elle montre toujours une seule face à son étoile, comme notre Lune montre toujours une face à la Terre. Le temps ici est fou, les vents soufflent jusqu'à 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Le vent le plus rapide sur Terre n'atteint que 370 km/h. Et il y a mieux, la pluie ici n'est pas faite d'eau, mais de verre fondu. Les nuages sont constitués d'atomes et de particules de silicate. Ils sont l'élément clé qui donne à la planète sa couleur bleu cobalt et non pas le reflet des océans, ce qui est le cas de la Terre. Autrefois, la Terre était violette. Aujourd'hui, même lorsque tu nous regardes depuis l'espace, tu vois beaucoup de vert. Le vert que nous voyons dans la nature est dû à la photosynthèse. Le processus par lequel les plantes transforment l'énergie provenant du soleil en énergie dont elles ont besoin pour vivre et pour produire de l'oxygène pour nous. La partie principale du processus qui donne aux plantes leur couleur verte est le pigment chlorophylle. Il y a longtemps, à la place de la chlorophylle, il existait une molécule appelée rétinal. Ces pigments absorbaient la lumière jaune et verte et la transformaient en rouge et bleu, de sorte que la Terre était plus violette. Et puis il y a une planète rose très loin de nous. 4 fois plus grosse que Jupiter, c'est une exoplanète récemment formée, âgée d'environ 160 millions d'années. À titre de comparaison, la Terre a 4,5 milliards d'années. Si nous pouvions y aller, nous verrions un monde incroyable qui brille par la chaleur de sa formation. Tout ce qui t'entoure serait de couleur magenta.
Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner. Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés ? Le son n'est que la vibration de molécules. Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace. L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils ? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils. Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques. Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite Swarm de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant. En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface. Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite. Nous ne voyons jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre. Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ? Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images. Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter.
Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h. Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique. Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange. Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne. Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio. Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage. En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois. Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Les mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores. Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste. Il n'est ni très puissant ni très violent. Il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps. Tu tombes directement au cœur du trou noir et tu te prépares à une triste fin. Eh bien, ce n'est pas si sûr. Tomber dans un trou noir ne te tuera pas forcément, ni ne détruira ton vaisseau spatial. Mais tu devras choisir un trou noir de grande taille pour espérer survivre. Si tu tombes dans un petit trou noir, son horizon des événements est trop étroit et la gravité augmente à chaque centimètre vers le bas. Donc si tu mets ton bras en avant, la gravité au niveau de tes doigts sera beaucoup plus forte qu'au niveau de ton coude. Ta main va donc s'allonger et tu ressentiras une certaine gêne, voire une atroce douleur. Mais ce n'est pas la même histoire si tu tombes dans un trou noir supermassif comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Leur horizon des événements est large et la gravité n'y change pas aussi rapidement. La force que tu ressentiras sur tes talons et au sommet de ta tête sera donc à peu près la même et tu pourras aller jusqu'au cœur du trou noir. Et voilà, ce mythe a été déconstruit. Le suivant prétend que nous pouvons sauver la Terre d'un astéroïde géant en le faisant exploser avant. Le scénario est le suivant. Un vaisseau spatial atterrit à la surface de l'astéroïde.
Une équipe d'astronautes y perce rapidement un trou, y laisse un colis piégé et s'envole. Et puis, boum! L'astéroïde va effectivement se briser en plusieurs morceaux, mais va poursuivre sa course vers la Terre. De gros morceaux vont tomber sur notre surface, causant de gros dégâts. La mission est un échec. Pour sauver la Terre, nous avons effectivement besoin d'un gros boom. Non pas à l'intérieur de l'astéroïde, mais juste au-dessus de sa surface. Lorsque le boom se produira, la force de l'explosion poussera l'astéroïde légèrement vers le bas. Même un léger changement de trajectoire serait suffisant pour que l'astéroïde passe au large de la Terre. Mission accomplie. Oh, et si on provoquait un gros boom sur un astéroïde, on ne pourrait pas en entendre le bruit. Dans les films, on entend toujours le bruit des vaisseaux spatiaux et des batailles dans l'espace. Mais ce n'est qu'un mythe. Le son est une onde qui se propage à cause des vibrations des molécules. Une personne applaudit à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour propager le son, il faut des molécules comme celles de l'air ou de l'eau. Dans notre atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide, donc il n'y a rien. Tu peux taper bruyamment des mains, il n'y aura tout simplement pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Encore un mythe sur les astéroïdes. Il va falloir aller un peu plus loin que l'orbite de Mars. Nous voilà dans une ceinture d'astéroïdes et nous devons constamment esquiver des rochers géants et des blocs de glace. Nous sommes entrés dans un nuage dense d'astéroïdes. En fait, non. Il s'avère que l'espace est immense et que les distances y sont incroyables. Tous les rochers et débris de la ceinture d'astéroïdes ne représentent que 4% du poids de la Lune. Il n'y en a donc vraiment pas tant que ça. Pour comprendre la taille du vide dans l'espace, prenons le cas de la collision entre deux galaxies. Il y a des milliards d'étoiles dans chacune d'elles. Si on les mélange, il est peu probable qu'il y ait des collisions. Un autre mythe est que la gravité nulle existe dans notre orbite. Imagine que tu sois dans une énorme boîte à 16 km dans les airs. Maintenant, on lâche la boîte et elle commence à tomber. Tu tombes en même temps que la boîte à la même vitesse. Et là, c'est comme si tu ressentais une gravité zéro. La même chose se produit en orbite. La Station spatiale internationale se trouve à 400 km au-dessus de la Terre. Et elle tombe continuellement, non pas sur la surface de la planète, mais autour d'elle, dans son orbite. Sa vitesse est d'environ 7,6 km par seconde. Elle pourrait traverser les États-Unis de la côte ouest à la côte est en seulement 8 minutes. Les astronautes y expérimentent la même chose. Ils tombent avec l'ISS à cette même vitesse. Maintenant, regardons la Lune. Elle ne nous montre toujours qu'une seule face. Cela signifie-t-il que la Lune a un côté sombre et que les rayons du Soleil n'y parviennent jamais? Non, c'est encore un mythe. Le fait est que la Lune est liée à la Terre par la gravitation. Il y a des jours et des nuits là-bas aussi. Mais il se trouve que cette rotation est parfaitement synchronisée avec celle de la Terre. Donc, quand tu regardes la Lune, tu n'en vois toujours qu'un seul côté. Bien qu'il y ait des jours où le Soleil y brille aussi, ce n'est pas la face cachée mais la face opposée. Nous avons même des photos de cet endroit. Et on y trouve l'un des plus grands cratères de tout notre système solaire, le bassin du pôle sud, Aitken. Il est aussi large que 2 fois le Texas. Un des mythes qui s'est avéré être faux est que les humains ne sont jamais allés sur la Lune. Voici la combinaison spatiale originale des premiers astronautes qui y sont allés. Regarde la semelle de la chaussure. Certaines personnes prétendent qu'il est impossible qu'ils aient pu laisser des empreintes comme celle-ci là-bas. En fait, si, c'est possible. Sur la Lune, les astronautes portaient des bottes supplémentaires par-dessus leur combinaison, et leurs semelles correspondaient parfaitement aux empreintes de pas sur la Lune. Les astronautes ne les ont pas emportés quand ils ont quitté la Lune. Ils ont d'ailleurs laissé beaucoup de choses là-bas. Ils ont même arraché les accoudoirs des sièges dans le module lunaire pour réduire son poids. Aujourd'hui, le poids total des déchets humains sur la Lune est d'environ 187 tonnes, comprenant plusieurs rovers lunaires, des débris de vaisseaux spatiaux, des étages de fusées et des sondes lunaires. C'est l'équivalent de 3 Boeing 737. Le mythe suivant concerne l'été. Il stipule que la saison chaude arrive parce que la Terre se trouve à sa distance la plus proche du Soleil sur une année. Le Soleil réchaufferait alors davantage notre planète et viendrait le moment d'aller à la plage. Ce n'est pas vrai. Traçons un axe à travers notre planète. Elle est légèrement inclinée d'un côté. L'hiver arrive lorsque l'axe de notre planète est incliné loin du Soleil. Mais au fil du temps, l'axe s'incline vers l'étoile chaude. Ses rayons brillent alors sous un angle tel qu'il fait plus chaud.
Il est vrai cependant que la Terre se trouve à différentes distances du Soleil selon la saison. C'est parce que notre orbite n'est pas un cercle parfait, mais légèrement aplati. Autrement dit, une ellipse. Normalement, la distance à notre étoile est d'environ 150 millions de kilomètres. Mais cette distance peut varier de 5 millions de kilomètres selon le point de notre orbite où nous nous trouvons. Un autre mythe sur le Soleil est qu'il est jaune. Allons voir de plus près pour le constater. Tu regardes par la fenêtre et... il est blanc. Le Soleil ne nous apparaît jaune qu'à travers le filtre de notre atmosphère. La composition de l'air et son épaisseur déforment la lumière de l'étoile. Toutefois, les étoiles existent bel et bien en différentes couleurs. Les étoiles plus froides ont des couleurs orange et rouge vive. Ce sont généralement de très vieilles étoiles, plus vieilles que notre Soleil. Mais les étoiles jeunes et très chaudes sont d'un bleu vif. Le Soleil se trouve à peu près au milieu de ce spectre. Tu as aussi entendu dire que si tu enlèves ta combinaison spatiale dans l'espace, tu vas exploser comme un ballon. Eh bien, nos corps sont conçus pour fonctionner sous la pression de l'atmosphère. Mais l'espace est un vide. Imagine un énorme tonneau en métal, duquel on a aspiré tout l'air qu'il contenait. Ajoute à cela une température de moins 270 degrés Celsius et tu obtiens les conditions de l'espace. Si tu te mets dans ces conditions, toutes les poches d'air de ton corps, comme tes poumons par exemple, commenceront à se dilater. Tu pourrais donc vraiment exploser comme un ballon si tes tissus n'étaient pas aussi élastiques. Mais ils s'étirent et se plient, si bien que tu gardes la forme de ton corps. Tu auras assez d'oxygène dans ton corps pour tenir environ 20 secondes. Ensuite, ton cerveau commencera à manquer d'oxygène et tu t'évanouiras. Tu n'exploseras donc pas et tu ne gèleras même pas, car tu seras dans le vide qui ne conduit pas la température. L'eau conduit très bien la température par exemple, si bien que tu en ressens le froid instantanément, tandis que tu te sens mieux dans l'air à la même température. Si tu es dans le vide de l'espace, la température très basse ne sera pas un problème pour toi. Le rayonnement solaire est bien pire. Sur Terre, nous avons un bouclier contre les radiations, sous la forme d'une atmosphère qui bloque les rayons nocifs. Dans l'espace, tu serais sans défense. Enfin, entre l'absence d'air, les températures froides et les radiations, tu n'auras vraiment plus que l'embarras du choix. Un autre mythe est lié au téléphone portable. Les gens pensent que lorsque tu composes le numéro de ton ami, ton téléphone envoie un signal dans l'espace, qu'il y a tout un tas de satellites qui captent ton signal et le reflètent comme un miroir directement dans le téléphone de ton ami. Non, ce n'est pas vrai. Toutefois, il existe dans le monde des téléphones satellites qui fonctionnent de cette façon. Mais lorsque tu passes un appel sur un téléphone cellulaire, ton signal est transmis par un système de tours cellulaires de l'une à l'autre jusqu'à ce qu'il atteigne le téléphone de ton ami. Il est temps de te dégourdir les jambes et de faire une promenade dans le parc. Le soleil brille et tu profites de ce beau temps et de la vie en général. C'est là que tu aperçois un nuage vertical qui grandit rapidement. D'un blanc éclatant au début, il s'approche à une vitesse alarmante, se densifiant et prenant une couleur d'encre. Le ciel s'assombrit et une rafale de vent fait s'envoler ton chapeau. Et puis tes cheveux commencent à se dresser sur ta tête. C'est le moment de courir pour sauver ta vie. Tu es sur le point d'être frappé par la foudre. En ce moment même, des charges positives s'élèvent dans ton corps. Elles se dirigent vers la partie de l'orage chargée négativement. Si tu ne réagis pas rapidement, ces charges opposées se rencontreront et cela se terminera mal pour toi. Si tu ne peux te cacher nulle part, accroupis-toi et essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Ne t'allonge pas à plat sur le sol. Il peut être humide et donc très conducteur. Il y a aussi d'autres signes qui signalent un danger pendant un orage. Tes paumes peuvent commencer à transpirer. Tu peux entendre des crépitements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Ta peau peut commencer à picoter. Tu peux sentir un étrange goût métallique dans ta bouche. Si tu n'es pas juste en train de mâcher du papier d'aluminium à ce moment-là, fais attention. De plus, tu es susceptible de sentir une odeur de chlore. C'est l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz formant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de 3 atomes d'oxygène. C'est l'ozone. Tu peux la sentir pendant un orage parce que les courants descendants la font descendre des hautes altitudes jusqu'au niveau de ton nez. Tu peux savoir à quel point un orage est proche en mesurant le temps entre le moment où tu as vu un éclair et celui où tu entends le tonnerre. 3 secondes représentent environ 1 kilomètre. Le ciel au-dessus de ta tête s'assombrit et prend une teinte verte inquiétante. Quelque chose te frappe sur la joue. Aïe! Ça fait mal! Tu ramasses l'objet en question, c'est un énorme grêlon. Mais il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut même pas.
Tu remarques que tout est calme, tranquille, il n'y a pas le moindre brin de vent. Cela te fait penser au calme avant la tempête. Et en effet, tu entends bientôt du bruit. Il s'approche rapidement et se transforme en un grand rugissement, comme si un train de marchandises se dirigeait droit vers toi. Seulement, ce n'est pas un train, c'est une tornade et tu n'as presque pas le temps de t'échapper. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais impossible de confondre cette colonne d'air en rotation avec quoi que ce soit d'autre. Si la tornade te surprend sur la route, éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Cela évitera que le véhicule ne soit projeté vers toi. Trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Si tu es à l'intérieur, éloigne-toi des fenêtres et réfugie-toi sous terre si possible. Maintenant, tu es au bord de la mer. Tu te promènes sur le rivage et tu profites d'une légère brise. Soudain, le sol se met à trembler sous tes pieds. Ce doit être un tremblement de terre. La prochaine bizarrerie que tu remarques est l'eau qui se retire sur la plage à une vitesse folle. Elle dévoile derrière elle le fond de l'océan, les récifs et même les poissons. C'est alors que tu entends un grondement lointain. C'est un tsunami et tu n'as que quelques minutes pour sauver ta vie. Dirige-toi immédiatement vers un point élevé. Une vague géante se dirige déjà vers le rivage. Ce n'est pas la seule façon dont un tsunami peut s'abattre sur toi. Il ne vient pas nécessairement s'écraser contre le rivage comme une série de vagues énormes. Un tsunami peut ressembler à une marée montante très rapide. Il va généralement de pair avec de fortes turbulences sous-marines. Il entraîne les gens sous la surface de l'eau et projette des objets lourds dans toutes les directions. Tu peux aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami arrive. Ton chien est agité. Il gratte la porte d'entrée, arpente l'appartement et essaie de se cacher dans un recoin. Habituellement calme et docile, le toutou hurle et aboie à présent. La météo est complètement détraquée depuis plusieurs jours. Il fait anormalement chaud un jour et froid le lendemain. De plus, tu as remarqué que le ruisseau près de ta maison s'agite de plus en plus, bouillonnant à mesure qu'il passe. Ce n'est que lorsque les verres commencent à teinter dans ton armoire que tu réalises ce que cela signifie. Le cliquetis est produit par les secousses préliminaires, de minuscules tremblements de terre menant à l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en série. S'il y a plusieurs tremblements de terre faibles, il est possible qu'un tremblement de terre beaucoup plus important se prépare. Un peu avant la catastrophe, tu pourrais remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent venir du sol, d'autres semblent flotter dans les airs, immobiles. Il s'agit de ce qu'on appelle les lumières sismiques. Émises par les roches soumises à de fortes contraintes, elles peuvent être vues des jours ou des secondes avant que le sol ne commence à trembler. Toutefois, certains experts doutent de l'existence de ces lumières sismiques. Si tu penses qu'un tremblement de terre est sur le point de se produire et qu'il y a un poisson-chat dans ton aquarium, fais attention à son comportement. Les scientifiques ont prouvé que cette espèce peut réagir au tremblement de terre en avance. Les poissons deviennent agités lorsque l'activité sismique est élevée. De même, certains insectes peuvent sentir venir une tempête. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en arrêtant tout mouvement. C'est pourquoi si tu remarques que beaucoup d'insectes autour de toi ont l'air apathiques, cherche vite un abri. Quant aux abeilles, elles peuvent prédire les fortes pluies. Elles commencent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Les vagues carrées se produisent lorsque deux configurations de houle différentes se percutent. Ce phénomène a l'air génial, mais seulement si tu le regardes depuis le rivage. Ne pense même pas à te mettre à l'eau pour jouer dans de telles vagues. Les courants transversaux peuvent facilement t'entraîner sous la surface, même si tu es un bon nageur. Et si tu vois des vagues agitées transportant des débris et des algues, reste aussi hors de l'eau. Cela peut être le signe d'un fort courant de retour. Il pourrait t'emporter loin au large. Si tu vois une substance verte et malodorante à la surface d'un lac ou d'une mer, ne t'approche pas de l'eau. Il peut s'agir d'une prolifération d'algues dangereuses. Tu ne seras pas capable de dire si elles sont toxiques ou non au premier regard. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas s'en approcher. 3 à 4 jours avant l'arrivée d'un ouragan, la surface de la mer ou de l'océan peut gonfler jusqu'à 2 mètres de haut. Les vagues frappent le rivage toutes les 9 secondes. Plus l'ouragan est proche, plus les vagues s'écrasent rapidement contre le rivage. Elles sont aussi plus hautes, parfois jusqu'à 5 mètres. Le ciel est parsemé de nuages légers et duveteux. Environ 36 heures avant que l'ouragan n'atteigne le rivage, la pression atmosphérique commence à baisser. Après cela, le vent accélère. Des nuages étirés, ressemblant à des cheveux, apparaissent dans le ciel. 18 heures avant que l'ouragan n'atteigne le rivage, le ciel s'ouvre et il commence à pleuvoir. L'eau de pluie inonde souvent les zones de basse altitude, atteignant jusqu'à 4,5 mètres. 12 heures avant l'ouragan, un puissant coup de vent commence à apporter des débris. 6 heures avant que l'ouragan ne touche terre, la vitesse du vent est déjà de 145 km/h. Il est assez fort pour briser et même déraciner des arbres, projeter de gros débris et retourner des voitures.
Au fait, mettons que tu sois en train de naviguer et qu'il y ait des requins qui tournent autour de ton bateau. Garde un œil sur eux. Si les prédateurs te laissent soudainement tranquille et se dirigent vers les eaux profondes, cela peut signifier qu'un ouragan se rapproche. Retourne sur la terre ferme aussi vite que possible et préviens tes proches. Si pendant une période de forte pluie tu entends un bruit de grondement, il peut s'agir d'une crue soudaine qui se déplace dans ta direction. Si tu es près d'une rivière à ce moment-là, tu pourrais voir des débris descendre avec le courant. L'eau peut changer de couleur et devenir plus boueuse et plus sombre. Ces signes devraient te mettre en garde contre les dangers qui te guettent. Si ton intuition est bonne, tu n'as pas de temps à perdre. Essaie de t'éloigner de cet endroit aussi vite que tu le peux. Les crues éclairs sont souvent mortelles. Si tu es dans la nature, fais attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si elle baisse ou monte rapidement, cela peut être le signe qu'un glissement de terrain est sur le point de se produire. Et si tu vois l'eau devenir boueuse, n'attends pas d'autres signes. Quitte la zone immédiatement. Salut les amis. Nous allons aujourd'hui déboulonner quelques mythes sur l'espace. Montez à bord de notre navette et tirons tout ça au clair une bonne fois pour toutes. Imaginez ça. Vous flottez dans l'espace en buvant une tasse de chocolat chaud lorsqu'une pensée étrange vous vient à l'esprit. Peut-on crier dans l'espace? Et si oui, est-ce que quelqu'un entendrait ce cri? Si vous avez vu Alien, vous connaissez la réponse. On ne peut pas entendre les sons dans l'espace. Ce n'est pas que les sons n'existent pas. C'est juste qu'on ne peut pas les entendre. Il n'y a personne de mieux placé pour déboulonner ce mythe que Chris Hadfield. Il a participé à plusieurs sorties dans l'espace au cours de sa vie d'astronaute. Une fois dans l'obscurité de l'espace, on n'entend plus rien. Tout ce que l'on entend, c'est le silence. Un silence absolu. Mais, juste à côté, il y a une énorme boule de feu, le Soleil. Nous n'entendons pas ces explosions parce qu'il n'y a rien pour porter les sons. Mais ce ne serait probablement pas très agréable pour les astronautes s'ils pouvaient entendre tous les bruits de l'espace. Imaginez que vous naviguez dans l'espace, tel un super-héros du futur, lorsqu'une étoile filante passe tout près de vous. Mais attendez, s'agit-il vraiment d'une étoile? Et non, les étoiles filantes ne sont pas du tout des étoiles. Ce sont de petits cailloux appelés météoroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et créent un beau spectacle lumineux. Et puisque nous déboulonnons les mythes, en voilà tout de suite un autre. Vous avez probablement entendu dire que les météores ne s'écrasent que très rarement sur la Terre, comme lorsqu'une violente apocalypse décime tous les dinosaures. Ce n'est pas vrai. Les scientifiques estiment qu'environ 48 tonnes de matériaux météoritiques tombent sur Terre chaque jour. Mais la quasi-totalité de ces matériaux se vaporise dans l'atmosphère. La traînée lumineuse que nous voyons dans le ciel est ce que l'on appelle une étoile filante. La prochaine fois que vous ferez un vœu, rappelez-vous qu'il s'agit en réalité d'un minuscule débris spatial. Ce n'est pas si romantique après tout. Peut-on ou non voler dans la stratosphère en montgolfière? Apparemment, c'est possible. La stratosphère terrestre commence relativement près du sol. Elle s'élève à environ 11 ou 12 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais elle continue ensuite très haut. Si vous voulez vous envoler jusqu'à la stratosphère à l'aide d'une montgolfière, il vous faudra vous munir d'un très bon équipement. Vous aurez besoin d'une combinaison spéciale et d'appareils respiratoires, car l'air se raréfie au fur et à mesure que l'on s'élève. Bien sûr, si vous allez jusqu'au bout, n'oubliez pas de photographier la courbure de la Terre. Équipez-vous donc d'un harnais de poitrine afin d'y accrocher une caméra ou un appareil photo. Et si vous diffusiez tout cela en direct, ce serait une première. Imaginez qu'il y a 102 jours que vous avez quitté la Terre. Vous vous êtes bien adapté à la vie dans l'espace. Mais quelque chose d'étrange se produit dans votre corps. Vous grandissez. Comment est-ce possible? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, vous ne grandissez pas réellement. C'est simplement que votre corps ne subit plus l'effet de la gravité. Votre corps dispose d'un espace naturel entre les vertèbres et les articulations. Sur Terre, cet espace est presque entièrement comprimé par la force de gravité. Mais dans l'espace, le corps, libéré de cette force, commence à s'étirer. Donc oui, les astronautes grandissent bien de 3% lorsqu'ils effectuent de longues missions. Et voici une curiosité. La NASA ne l'oublie pas lorsqu'elle fabrique des combinaisons spatiales sur mesure. Ainsi,
les astronautes disposeront toujours d'un espace supplémentaire dans leur combinaison. Une fois les astronautes de retour sur Terre, l'effet antigravité s'estompera. Ils passeront peut-être quelques jours en pantacourt avant que de retrouver une taille normale, mais tout ira bien. Avez-vous déjà imaginé une porte d'avion s'ouvrant en plein volume et un groupe de passagers aspirés dans l'atmosphère comme de simples plumes? C'est une chose que l'on voit assez souvent dans les films catastrophes. Imaginez maintenant que cela se produise dans l'espace. On croit communément que si un astronaute est aspiré hors d'un sas, il sera brûlé vif, instantanément. Mais attention, ce n'est pas seulement vrai. En fait, la réalité est bien pire. D'après l'astronaute Chris Hadfield, voici ce qui se passerait. La partie de votre corps située à l'ombre serait soumise à une température de moins 250 degrés. Et la partie exposée au soleil chaufferait, elle, sous une température de 250 degrés. Vos poumons s'affaisseraient et votre sang se mettrait à bouillir. Vous seriez donc brûlé, gelé, incapable de respirer et bouilli. Peu recommandé. Combien de fois avez-vous déjà entendu dire que les astronautes devaient pas s'entraîner chaque seconde de la journée sous peine de s'évanouir? Il s'agit d'un mythe. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit de la gravité? En raison de l'absence de gravité dans l'espace, notre corps n'a pas à travailler très dur. Nos torses n'ont pas à porter le poids de nos têtes. Et nous n'avons pas à faire d'efforts pour bouger nos jambes, car on ne marche pas vraiment dans l'espace. Imaginez maintenant que vous viviez ainsi pendant 6 mois, voire 1 an. Vos muscles se transformeraient vite en gelée. Voilà pourquoi les astronautes s'entraînent. Ils s'attachent et courent sur un tapis roulant, ou ils font de l'haltérophilie sur une machine spéciale. De cette façon, leurs muscles ne ressentent pas trop l'absence de la gravité. Ils doivent cependant s'hydrater. Si j'étais astronaute, je demanderais à la NASA si je peux emporter ma gourde d'eau douce dans l'espace avec moi. Vous avez peut-être entendu dire que l'espace sent le steak brûlé, ou la sauce barbecue. Même si cela semble absurde, ce mythe est plus vrai que faux. Les astronautes ne peuvent évidemment pas sentir l'odeur de l'espace lorsqu'ils y sont, car ils ne peuvent pas enlever leur casque. Ils sentent généralement cette odeur une fois que leur véhicule s'est amarré et qu'ils ont ouvert le sas. Apparemment, cette odeur est due à la présence d'hydrocarbures flottant dans l'espace. Qui l'eût cru? Laissez-moi à présent vous poser une question. Pensez-vous vraiment que si les astronautes pouvaient voler à la vitesse de la lumière, ils ne vieilliraient pas d'une seule seconde? Je savais que vous diriez non. Tirons cela au clair. Tout d'abord, nous n'avons pas encore trouvé comment voyager à la vitesse de la lumière. Cela nécessiterait une immense quantité d'énergie et nous ne disposons pas de la technologie nécessaire. Deuxièmement, même si nous parvenions à mettre un humain à l'intérieur d'un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, cette personne continuerait à vieillir. Elle vieillirait différemment des personnes restées sur Terre. C'est un fait, mais elle vieillirait quand même. Vous croyez vraiment que l'immortalité existe? Et non. Si vous avez vu Avatar 1, vous vous souvenez certainement que les humains ne réussissent à atteindre Pandora que grâce au cryosommeil. Ils congèlent leur corps, les placent dans des lits cryogéniques et voyagent pendant des années sans vieillir. Oui, cela semble incroyable, mais cette technologie n'existe pas encore. Notre corps est principalement constitué d'eau, n'est-ce pas? Et quand on congèle de l'eau, elle se dilate. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser une canette de soda sans surveillance dans le congélateur. À l'heure actuelle, si nous congelions le corps d'une personne, l'eau qu'il contient se dilaterait, et cela endommagerait les tissus et les organes. Alors non, nous ne pouvons pas cryodormir pour voyager dans l'espace, pas encore tout au moins. Voici une idée folle. Que se passerait-il si un astronaute emportait un drone lors d'une sortie dans l'espace? À moins qu'il ne s'agisse d'un drone conçu par la NASA, l'engin gèlerait et brûlerait probablement sans protection spéciale. Mais on peut toujours rêver, pas? Il fait toujours nuit sur la planète TRES-2b. Et ce n'est pas une nuit comme chez nous, avec des étoiles qui brillent dans le ciel. Il fait tout noir et extrêmement chaud. TRES-2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus grande que Jupiter, et sa surface absorbe la lumière mieux que le charbon. Cette surface présente des nuances rougeâtres en raison de l'air brûlant qui atteint la température de la lave. Sympa. Dans le système solaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne.
Mais la cinquième, ou plutôt la première, car c'est la plus proche de l'étoile, est affreusement différente. 55 Cancri E est si proche de son Soleil que la moitié de sa surface est recouverte d'un océan de lave. Sur l'autre moitié règne une obscurité éternelle. La planète étant en rotation synchrone, elle est toujours tournée dans le même sens par rapport à son Soleil. Entre les deux moitiés de planète, il y a des frontières, des zones de vide complets et angoissants. HD 189733b, je ne répéterai pas, est la seule exoplanète en orbite autour de son étoile. Vue comme ça, elle est assez jolie. La surface est couverte de motifs bleus et blancs. Mais ces couleurs viennent en réalité de particules de silicate contenues dans l'atmosphère, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire, c'est que le vent atteint les 8600 km/h, soit presque égal à Mach 7. Pour avoir un ordre de grandeur, sur Terre, le vent atteint les 408 km/h maximum, soit près de 20 fois moins. Le vert qui se crée dans l'atmosphère traverse donc le ciel à l'horizontale à une vitesse hypersonique et détruit tout sur son passage. Le système suivant, dont je n'essayerai même pas de prononcer le nom, voilà, compte 3 exoplanètes qui sont toutes peu à peu détruites par leur étoile. En effet, il ne s'agit pas d'une étoile normale, mais d'un pulsar, le noyau d'une étoile morte tournant très rapidement sur lui-même. Il émet un fort rayonnement électromagnétique dans toutes les directions, pendant qu'il tourne autour de son axe plusieurs milliers de fois par seconde. Les planètes qui gravitent autour de cette étoile sont peu à peu absorbées et, à terme, disparaîtront complètement. Kepler 70 est une étoile naine bleue, passée par le stade de géante rouge il y a 18 millions d'années. À l'époque, 2 planètes gravitaient autour de Kepler 70, la plus proche des deux étant une géante gazeuse comme Jupiter. Elle s'appelle Kepler 70b et elle existe encore, mais son étoile l'a entièrement consommée et transformée en un amas de roches flamboyants. C'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa surface est plus ardente que celle de notre Soleil. Cette planète a réussi à survivre, mais elle est en train de s'évaporer maintenant et elle pourrait bientôt disparaître. WASP-12b est l'une des planètes les plus tristes et bizarres que l'on connaisse. Son étoile la dévore peu à peu à cause de sa forte gravité et de la constitution principalement gazeuse de cette planète. WASP-12b a déjà pris une forme ovale, étendue vers son Soleil, et elle ne peut rien y faire. Dans 10 millions d'années, la planète succombera inévitablement à l'appétit vorace de son étoile. Je dis ça juste pour t'instruire. Si tu t'es déjà demandé quel effet ça fait de marcher sur de la glace et sur des charbons ardents en même temps, sache que Gliese 436b peut te faire vivre cette expérience. Cette exoplanète de la taille de Neptune est très proche de son Soleil et atteint des températures extrêmement élevées. Et pourtant, elle est couverte de glace, qui brûle régulièrement. La glace est beaucoup plus dense à cause de l'importante gravité de la planète et elle reste donc solide, même dans des conditions extrêmes. La liste de ces mondes terribles ne serait pas complète sans Vénus, la jumelle diabolique de la Terre. La deuxième planète du système solaire a une atmosphère si dense et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Les éruptions volcaniques sont récurrentes, la pression atmosphérique est environ 100 fois plus forte que sur Terre, et les nuages dont j'ai parlé ne sont pas composés d'eau, mais d'acide sulfurique qui se condense et se transforme en pluie. Même si tu étais assez courageux ou assez fou pour avoir envie de traverser ces nuages, tu ne pourrais pas le faire. Le vent y est aussi violent que celui de nos plus puissants ouragans. Un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile ne soit pas si éloignée. Il s'agit d'une naine rouge relativement froide, dont la chaleur et la lumière atteignent à peine la planète en question. Les températures là-bas peuvent descendre jusqu'à moins 223 degrés. Pas si loin du zéro absolu. C'est une planète sombre, triste et couverte d'une glace éternelle qui ne fond jamais. Étant donné qu'elle a un noyau rocheux, il se peut qu'elle génère un peu de chaleur et que, sous la surface gelée, se cache un extraterrestre inconnu. Dimidium, une planète située à 50 années-lumière de notre système solaire, est hostile à toute forme de vie pour plusieurs raisons.
Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie que l'un de ses côtés fait toujours face à son Soleil et que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud atteint des températures de 980 degrés et des vents constants y soufflent à plus de 1000 km/h. Dimidium a beau être une géante gazeuse, elle contient de grandes quantités de fer qui fond et s'évaporent dans l'atmosphère en créant des nuages où le fer se refroidit et retombe au sol, sous la forme d'une infernale pluie de métal en fusion. L'oxygène est considéré comme un élément essentiel à la vie sur une planète. Mais ce n'est pas le cas pour Osiris. Les chercheurs ont été choqués de constater la présence d'oxygène sur celle-ci, ou plutôt autour d'elle, puisqu'elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. À cause de cette proximité, Osiris est une sorte de fournaise, où tout ce qui peut brûler brûle. Elle a aussi un tour d'orbite très réduit. Un an sur Osiris correspond à 3,5 jours sur Terre. L'atmosphère de la planète est constamment balayée au loin et anéantie par la chaleur de son Soleil. Corotte Exo 3b n'est pas aussi froide ou aussi chaude que les planètes de cette liste. Mais elle est terrifiante à sa façon. C'est une géante gazeuse d'une taille semblable à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. La gravité de cette planète est donc 50 fois plus importante que la gravité de la Terre. Si tu voulais poser le pied sur Corotte Exo 3b, tu serais presque immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est encore une planète four. La température moyenne dépasse les 2200 degrés. Sa surface rocheuse rend le paysage vraiment infernal. Les roches au sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et se transforment en pluie de pierres. Le pire, c'est que Corotte 7b était probablement autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie par la chaleur, laissant seulement ce noyau calciné derrière elle. On pense généralement que les astéroïdes sont les seuls objets flottants dans l'espace, mais des exemples comme celui de OTS-44 nous ont prouvé le contraire. Et ça glace le sang. Imagine une planète environ 11 fois plus grosse que Jupiter, qui erre dans l'espace sans suivre la moindre orbite. Vu sa masse et sa taille gargantuesque, si jamais OTS-44 entrait en collision avec une autre planète, elle la détruirait et continuerait sa route comme si de rien n'était. Encore plus flippant, les chercheurs pensent qu'il existe des millions de planètes semblables qui attendent simplement d'être découvertes. Il n'y a pas de preuves certaines de leur existence, mais en théorie, les planètes de carbone se sont formées quelque part non loin du centre de notre galaxie. Si l'oxygène entrait dans leur atmosphère, il réagirait avec le carbone et se transformerait en CO2, en produisant des nuages noirs toxiques. Au sol, il y aurait des océans de goudron, des geysers de méthane et de pétrole. Il pleuvrait aussi, mais ce ne serait pas exactement une pluie rafraîchissante. Des torrents de pétrole et d'asphalte liquide prendraient feu au contact du sol. Difficile d'imaginer quelque chose qui survivrait dans ces conditions. Tu regardes le ciel nocturne. Waouh! Pendant une grande partie de notre histoire, nous avons cherché la vie parmi ces étoiles et les planètes qui tournent autour. Mais l'espace a aussi des yeux, et il y a peut-être quelqu'un là-haut qui nous regarde. Les scientifiques affirment qu'au moins 29 planètes lointaines pourraient nous observer en ce moment même. Alors recoiffe-toi et affiche ton plus beau sourire. Jusqu'à présent, nous avons identifié dans la Voie lactée au moins 1715 systèmes d'étoiles voisines qui pourraient détecter notre planète avec des télescopes conventionnels. Ces étoiles sont situées dans notre galaxie, donc si elles pointaient leur télescope vers notre Soleil, tôt ou tard, elles verraient un petit point qui passe entre notre étoile natale et l'observateur. C'est ce qu'on appelle un transit. C'est une méthode de détection des planètes en astronomie. Tu peux d'ailleurs observer les phénomènes de transit directement chez toi avec un télescope. Tu dois le pointer vers le Soleil et attendre. Ensuite, tu verras Mercure. C'est la planète la plus proche du Soleil, et maintenant, tu la vois comme un petit point. Le processus de transit de Mercure peut durer environ 5 heures. Et ce phénomène se produit environ 14 fois par siècle. Tu pourras observer le prochain transit le 13 novembre 2032. Marque-le bien dans ton agenda. De même, tu peux observer Vénus, la deuxième planète la plus proche du Soleil.
Mais comme elle est plus éloignée, ces transits sont moins fréquents. Les derniers ont eu lieu en 2004 et 2012. Les deux prochains sont attendus en 2117 et 2125. Nous ne serons probablement plus là. Ces systèmes stellaires ont donc la possibilité d'observer notre planète. Mais les télescopes à longue portée fonctionnent un peu différemment. En fait, l'observateur ne verra pas un point noir avec le Soleil en arrière-plan. Le télescope mesurera la luminosité de notre étoile. Lorsque la Terre commencera son transit entre le Soleil et l'observateur, le télescope enregistrera une légère baisse de la luminosité de l'étoile, car notre planète bloquera la trajectoire des rayons du Soleil. Les scientifiques de ces civilisations extraterrestres lointaines pourront calculer cette baisse de luminosité et déterminer la taille de notre planète. Mais les plus de 1700 systèmes stellaires ne sont pas tous susceptibles d'abriter une vie extraterrestre. Les scientifiques ont réduit ce nombre à 29 planètes situées près de certaines de ces étoiles. Elles sont potentiellement habitables. Cela signifie que ces planètes ont à peu près la taille de la Terre et se trouvent dans la zone habitable de leur étoile hôte. Cela signifie qu'elles ne sont pas trop proches de l'étoile, donc il n'y fait pas trop chaud pour une vie potentielle. L'eau ne s'y évapore pas comme dans une marmite bouillante. Elles ne sont pas non plus trop éloignées, donc il ne fait pas trop froid, et l'eau ne gèle pas en d'épaisses couches de glace. Et comme l'eau est la source de la vie, nous pouvons supposer que la civilisation pourrait y exister. En théorie, ces planètes ont pu observer des transits de la Terre au cours des 5000 dernières années. Donc pendant que nous construisions les pyramides de Gizeh ou Stonehenge, une civilisation extraterrestre nous observait peut-être. L'une de ces planètes se trouve à seulement 11 années-lumière de nous. Près de l'étoile Ross 128, une naine rouge dans la constellation de la Vierge, se trouve une exoplanète qui fait environ 2 fois la taille de la Terre et qui se trouve en plein dans la zone habitable de son étoile hôte. En théorie, les habitants de cette planète pourraient voir la Terre transiter régulièrement devant le Soleil pendant 2000 ans. Mais il y a environ 900 ans, la planète a perdu sa position et ne peut plus continuer à observer. L'autre planète depuis laquelle on peut voir la Terre transiter se trouve à 12,5 années-lumière, près de l'étoile appelée Teegarden. La fenêtre pour observer notre planète s'ouvrira là-bas dans environ 29 ans. Nous misons beaucoup sur le système stellaire TRAPPIST-1. Il abrite au moins 7 exoplanètes, presque comme notre propre système solaire. Et 4 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable de l'étoile. Mais elles ne pourront commencer à observer la Terre que dans 16 siècles. Mais nous pouvons d'ores et déjà essayer d'entrer en contact avec ces planètes. Elles sont toutes assez proches de nous pour capter nos signaux radio. Les ondes radio peuvent voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière, et notre planète émet des signaux radio de façon continue depuis 1895. Nous sommes donc un peu comme des voisins bruyants dans le spectre radio. S'il y a quelque part une planète avec une civilisation intelligente à moins de 125 années-lumière de nous, notre bruit radio les aurait déjà atteints. Le seul problème est qu'il faudrait à peu près le même temps pour obtenir une réponse de cette civilisation. L'autre problème de la radio est que toute civilisation l'utilise pendant une période relativement courte. Même aujourd'hui, sur Terre, nous utilisons davantage le Bluetooth et la fibre optique que la radio, sauf peut-être pour les bulletins de circulation. Et avec le temps, tout le bruit radio que nous créons disparaîtra tout simplement. De plus, la communication radio suppose qu'une civilisation extraterrestre soit suffisamment avancée pour utiliser cette technologie. Mais qui sait, il y a peut-être des formes de vie dans l'espace qui sont vraiment différentes des nôtres. Nos signaux radio auraient déjà pu atteindre cette planète, mais ses habitants ne sont tout simplement pas capables de les recevoir. Et dès que ces formes de vie construiront des antennes pour recevoir le signal, nous ne les émettrons plus. Mais nous ne perdons pas espoir, et nous envoyons même des signaux radio cryptés dans l'espace pour communiquer avec des civilisations extraterrestres. En 1974, nous avons envoyé le message d'Arecibo dans l'espace interstellaire. Si une civilisation parvient à le déchiffrer, elle obtiendra un rectangle comme celui-ci. Il contient toutes les informations sur l'humanité. En haut, il y a notre système de numérotation, puis les numéros atomiques, et puis notre ADN, qui est illustré ci-dessous. Puis l'être humain lui-même, bien sûr. En dessous se trouve un diagramme de notre système solaire. La Terre, la 3e planète, en partant du Soleil, est légèrement surélevée. C'est ainsi que la civilisation extraterrestre comprendra de quelle planète provient ce message.
Ci-dessous se trouve un diagramme du radiotélescope d'Arecibo lui-même. Une autre option pour transmettre un message à une planète lointaine est d'y envoyer littéralement un courrier. Il pourrait s'agir d'une sonde spatiale, et nous l'avons déjà fait. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Elles ont été lancées en 1977 et sont toujours opérationnelles. En 2012, Voyager 1 est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme dans l'espace interstellaire. Il voyage vers des étoiles lointaines et transporte un message écrit sur un disque d'or. Le disque contient des salutations dans 55 langues de la Terre, beaucoup de musique provenant de différentes parties de notre planète, des sons différents comme le bruit de l'océan, des voix humaines et des sons d'animaux. De plus, il y a 116 images sur le disque, comprenant des photos de personnes et de paysages terrestres. Sur ces images, il y a des informations sur le Soleil et notre ADN. Le boîtier du disque contient des instructions et une aiguille pour lire le disque. Il y a aussi une carte des pulsars de notre galaxie pour que les astronomes d'une civilisation extraterrestre puissent trouver notre système solaire. Le principal inconvénient d'envoyer un message de cette façon est le temps. Voyager 1 atteindra son premier arrêt, l'étoile Gliese 445, dans 40 000 ans. Voyager 2 atteindra l'étoile Ross 248 dans 42 000 ans. Et dans environ 296 000 ans, il dépassera Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. De plus, une civilisation extraterrestre peut nous détecter avec des calculs et des formules. Il suffit d'observer un peu le Soleil. Dans les systèmes stellaires avec des planètes, l'étoile haute ne reste pas immobile, elle tourne autour d'une petite orbite. C'est parce que l'étoile lourde attire la planète. Mais la planète a aussi sa propre gravité et résiste. Cela déplace un peu l'étoile et la fait tourner sur son orbite. Une civilisation extraterrestre peut calculer ce déplacement du Soleil et déterminer la masse des planètes proches de l'étoile. En utilisant une telle méthode, les astronomes ont pu trouver 548 exoplanètes. Supposons que nous ayons établi un contact avec une civilisation extraterrestre près de l'étoile la plus proche, Proxima Centauri. Il y a bien une exoplanète là-bas, mais les radiations de l'étoile haute détruiraient toute forme de vie. Mais imaginons que nous recevions quand même un signal de retour. Ce serait la conversation la plus lente de l'histoire, car notre message mettrait 4,2 années pour atteindre la planète, et nous devrions attendre encore 4,2 années pour recevoir une réponse. Bref, nous avons résolu de nous rencontrer. Cette civilisation ne sait pas comment voler dans l'espace. Nous devons donc faire le premier pas. Bien que Proxima Centauri soit l'étoile la plus proche du système solaire, il faut environ 73 000 ans pour y aller avec une fusée conventionnelle. Nous devons donc apprendre à voyager à la vitesse de la lumière. Mais même dans ce cas, il faudrait encore 4,2 années pour y aller. Imaginons que nous trouvions une vie extraterrestre de l'autre côté de la Voie lactée. Notre galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre. Le voyage d'un bord à l'autre prendrait donc 100 millénaires. Nous devons donc soit tricher avec les lois de la physique, soit transférer toute la civilisation humaine dans un vaisseau spatial géant qui voyagera d'étoile en étoile pendant des milliers d'années. Et lorsqu'il décollera de la Terre, seuls les lointains descendants du premier équipage pourront voir un autre système stellaire depuis le hublot du vaisseau spatial. Cela s'est passé il y a très longtemps et très loin de notre planète, tout au bout de l'univers. Une puissante explosion de rayons gamma n'a duré qu'une demi-seconde, mais elle a libéré une énorme quantité d'énergie, davantage que ce que notre Soleil produirait en 10 milliards d'années. Ce bref éclair a illuminé tout le ciel. Par la suite, une lueur beaucoup plus douce et plus durable l'a remplacée. En observant cette lumière déclinante depuis la Terre, les astronomes ont remarqué un étrange signal infrarouge. Il était invisible pour l'œil humain, mais pouvait être perçu comme de la chaleur. Après avoir examiné le phénomène à l'aide de rayons X, d'ondes radio, optiques et infrarouges, l'équipe d'astrophysiciens a tiré une conclusion choquante. Il semblait qu'on ait enfin assisté à la naissance d'un magnétar, pour la toute première fois. Ce magnétar s'est probablement formé après que deux étoiles à neutrons ont fusionné. Cela a donné naissance à une kilonova, l'une des plus brillantes et des plus grandes explosions stellaires qui soient. Sa lumière a fini par atteindre notre planète le 22 mai 2020.
Mais nous allons trop vite. Si on commençait par découvrir ce que sont toutes ces novas, ces magnétars et ces étoiles à neutrons. Imagine une étoile massive, au moins 5 fois la masse de notre Soleil, arrivant à la fin de sa vie. Peut-être parce qu'elle n'a plus de combustible nucléaire. Si cela se produit, l'étoile commence à se refroidir. La pression interne diminue et la gravité commence à se comprimer vers l'intérieur. Et alors, plus d'1 million de fois la masse de notre planète s'effondre en 15 secondes. Cela se passe si vite qu'une énorme onde de choc fait exploser la partie extérieure de l'étoile. Elle produit un éclat de lumière aveuglant. Ce puissant souffle est appelé une supernova. Ce qui reste est un noyau incroyablement dense avec un énorme nuage de gaz chaud appelé nébuleuse qui s'étend autour de lui. Si l'étoile a été suffisamment massive, plus de 10 fois la taille du Soleil, elle risque de se transformer en trou noir. Au fait, lorsqu'une étoile de taille similaire à notre Soleil épuise son carburant, elle se transforme en naine blanche. Elle expulse la majeure partie de sa matière extérieure et seul le noyau chaud de l'étoile reste intact. Un tel noyau est généralement chauffé jusqu'à 100 000 degrés Celsius. Une naine blanche est juste un peu plus grande que notre planète, mais sa masse fait la moitié de notre Soleil. En d'autres termes, ces étoiles font partie des objets les plus denses de l'univers. Une naine blanche peut être 200 000 fois plus dense que la Terre. Il faut généralement plus d'1 milliard d'années à une naine blanche pour se refroidir. Dans certaines conditions, une telle étoile peut entrer en éruption, et cet événement s'appelle une nova. Elle est beaucoup moins brillante qu'une supernova ou même qu'une kilonova, qui se produit lorsque deux étoiles à neutrons ou une étoile à neutrons et un trou noir fusionnent l'un avec l'autre. Bref, retournons à notre supernova. Si une étoile est suffisamment grande, mais pas assez massive pour se transformer en trou noir, elle se transforme en étoile à neutrons. C'est à peu près comme un noyau géant, la partie centrale d'un atome. Ces étoiles sont principalement composées de neutrons et ont rarement une taille supérieure à 32 km de diamètre. À titre de comparaison, notre Soleil fait presque 1,4 million de kilomètres de large, soit 109 terres mises bout à bout. Mais ne te laisse pas impressionner par cette taille relativement petite. Toute étoile à neutrons est au moins 1,5 fois plus lourde que notre Soleil et possède un champ magnétique intense. Si tu prélevais une petite cuillère à café de l'intérieur de cette étoile, cette matière pèserait plus d'1 milliard de tonnes. C'est si dense que cela fait des étoiles à neutrons les objets parmi les plus extrêmes que l'on connaisse. Au-delà, c'est le trou noir lui-même. Lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent, elles en créent le plus souvent une nouvelle, beaucoup plus lourde. En quelques millisecondes, ou même moins, cette étoile s'effondre en un trou noir. Mais les astronomes qui ont examiné le flash de lumière enregistré en Mars pensent qu'il pourrait y avoir eu une autre issue. Ils sont presque sûrs d'avoir vu quelque chose de jamais observé auparavant, la naissance d'un magnétar. C'est une forme exotique d'étoile à neutrons avec un champ magnétique ultra puissant. Il est 1000 milliards de fois plus fort que celui de notre planète. Ce champ est si puissant qu'il chauffe la surface de l'étoile jusqu'à 10 millions de degrés Celsius. Les étoiles à neutrons sont bizarres et effrayantes. Elles abritent une danse sans fin de particules dans des conditions extrêmes. Il en résulte des structures inattendues et étranges. Par exemple, au plus près de la surface, des centaines de neutrons forment des blobs. Ceux-ci ne sont pas sans rappeler une sorte de gnocchi spatial bizarre. Ils s'associent en longues chaînes une fois que l'on va vers l'intérieur, même si l'on n'est pas capable d'explorer une étoile à neutrons de près. Ces longues chaînes ressemblent à une couche de spaghettis. En dessous se trouve une zone où les pressions sont encore plus extrêmes. C'est là que nos spaghettis se transforment en feuilles de lasagne. Oui, on continue de filer la métaphore des pâtes. Enfin, sous toutes ces couches, même la lasagne perd son aspect et devient une masse informe. Mais même dans cette masse, il y a des vides en forme de tube. Tiens, on dirait des cannelloni. Encore une chose sur les étoiles à neutrons. Elles tournent sans arrêt et cette rotation est rapide, plusieurs centaines de rotations par seconde. L'étoile à neutrons qui tourne le plus vite fait plus de 700 tours par seconde, soit 42 000 tours par minute. Les étoiles à neutrons ont également des champs magnétiques incroyablement puissants. C'est pourquoi, s'il y avait de la vie sur une étoile à neutrons, elle serait bidimensionnelle. La gravité de l'étoile est si puissante qu'elle aplatirait littéralement tout ce qui se trouve à sa surface. Et si une telle étoile avait une atmosphère, elle ne s'étendrait pas à plus d'1 mètre au-dessus de la surface. Mais si les étoiles à neutrons sont bizarres et effrayantes, les magnétars le sont tout autant, peut-être même davantage. Grâce à leur incroyable attraction magnétique, ces étoiles gagneraient haut la main le concours du champ magnétique le plus fort.
Pour faire simple, les magnétars sont les aimants les plus puissants de l'univers. Leur champ magnétique peut sérieusement perturber le voisinage. Les atomes assez malchanceux pour s'approcher d'une telle étoile s'étirent en lignes fines comme des crayons. Si tu te trouvais d'une manière ou d'une autre à plusieurs centaines de kilomètres d'un magnétar, cela se terminerait mal pour toi. Le champ magnétique perturberait d'abord ta bioélectricité. Cela signifie que ton influx nerveux ne fonctionnerait plus. Mais ce n'est pas tout. Même tes molécules seraient transformées sous l'influence du champ de l'étoile. À la fin, tu serais désintégré d'une façon ou d'une autre. Si un magnétar passait à moins de 160 000 km de notre planète, il effacerait les données de toutes les cartes de crédit du monde. Les astronomes ont déjà vu des magnétars, mais ils n'en ont jamais vu naître un. Après que la lumière ait été détectée, les scientifiques ont compris que quelque chose ne collait pas. Ils ont comparé différentes sortes d'observations. Il s'est avéré que la lumière repérée par le télescope spatial Hubble était 10 fois plus brillante que prévu. Cette information a conduit les scientifiques à réfléchir différemment. Ils se sont rendus compte qu'un phénomène entièrement nouveau était en train de se produire. L'équipe avait émis plusieurs hypothèses qui pouvaient expliquer l'étrange luminosité, mais la plus probable était aussi la plus excentrique. Avant, les scientifiques pensaient que les magnétars n'apparaissaient qu'après l'explosion d'étoiles massives et qu'elles laissaient derrière elles des étoiles à neutrons supermagnétisées. Mais maintenant, ils supposent qu'un petit nombre de magnétars peuvent en fait apparaître de manière plus paisible, après la fusion de 2 étoiles à neutrons. Les scientifiques ne connaissent pas plus de 10 magnétars dans notre galaxie, la Voie lactée, et ils ne savent pas avec certitude ce qui rend ces étoiles si terriblement magnétiques. Quoi qu'il en soit, les magnétars ne semblent pas durer longtemps. Après environ 10 000 ans, ils reviennent à un état d'étoile à neutrons plus familier. Ils sont toujours extrêmement magnétiques, super denses, mais pas si extrêmes. Le magnétar connu le plus proche se trouve à 9000 années-lumière de la Terre, dans la constellation de Carina. Les astronomes pensent que l'étoile originale avait une masse de 30 à 40 fois celle du Soleil, ce qui est vraiment énorme. Un autre magnétar se trouve à 18 000 années-lumière de notre planète. Il a soudainement commencé à exploser en 2002. Environ 80 explosions ont été enregistrées dans une fenêtre de 4 heures. Après cela, le magnétar n'a plus jamais été actif. D'ailleurs, les chercheurs étaient aussi très excités à l'idée de voir une kilonova. Et cela s'est produit lorsque les 2 étoiles à neutrons ont vraisemblablement fusionné. Une kilonova est plus de 1000 fois plus lumineuse qu'une nova typique. Auparavant, les astronomes n'avaient observé et confirmé qu'un seul événement de ce type. Mais la kilonova enregistrée en Mars avait l'air différente, et cela pourrait permettre aux scientifiques d'explorer une diversité dont ils ne savaient rien encore. Que se passe-t-il avec le Soleil? Certains disent que notre étoile est en colère. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et faut-il s'en inquiéter? En toute franchise, oui, on est en droit d'être inquiet. Ce n'est généralement pas une bonne chose d'avoir trop de soleil. La composante ultraviolette de la lumière solaire est nocive pour l'épiderme. C'est pourquoi les humains ont adapté un certain spectre de pigmentation de la peau. Plus il y a de lumière solaire contre laquelle nous devons nous protéger, plus nous avons besoin de pigmentation. Les grands chapeaux et les flacons de crème solaire à indice de protection élevé aident aussi, surtout pour les personnes à la peau claire. Mais que peut faire la planète Terre ? Tout d'abord, essayons d'avoir une bonne estimation de l'ampleur de cette colère du Soleil. Le Soleil passe généralement par un cycle actif-calme-actif tous les 22 ans, avec un pic tous les 11 ans. Personne ne sait pourquoi cela se produit, c'est comme ça. Il y a probablement une raison, mais les scientifiques ne l'ont pas encore trouvée. Ils savent cependant qu'à chaque cycle, le Soleil inverse ses pôles magnétiques. En soi, c'est assez stupéfiant, surtout quand on sait que la Terre n'a pas inversé ses pôles magnétiques au cours des 600 000 dernières années. Dernièrement, le Soleil a été extrêmement calme, le plus calme qu'il ait été depuis plus de 100 ans en fait. C'est également inhabituel. Le cycle actif-calme-actif s'est transformé en un cycle actif-calme-calme. Mais cela est en train de changer, et c'est pourquoi nous souhaitons informer nos sympathiques spectateurs de ce à quoi ils doivent s'attendre dans les années à venir. Les termes calme, actif ou en colère font référence à la quantité de rayonnement à haute énergie que le Soleil émet. Heureusement, la quantité de lumière visible émise par le Soleil ne change pas beaucoup. Cela poserait un sérieux problème. Si le Soleil devenait seulement 6% plus faible ou plus lumineux, la Terre serait soit gelée, soit grillée. L'observation des taches solaires est le moyen le plus simple de mesurer l'activité du Soleil. Plus il y a de taches solaires visibles, plus le Soleil est actif.
Un graphique, connu sous le nom de diagramme papillon, suit le schéma de l'activité des taches solaires sur une période de 11 ans. Le diagramme papillon montre comment les taches solaires disparaissent régulièrement de la surface du Soleil et réapparaissent régulièrement à d'autres endroits. La NASA avait prévu que le cycle actuel d'activité solaire serait calme comme le précédent, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Actuellement, nous sommes dans le cycle solaire numéro 25. C'est le 25e cycle solaire de 11 ans depuis 1755, date à laquelle les mesures ont commencé. Ce cycle d'activité solaire devrait atteindre son apogée en 2025. Le Soleil a déjà dépassé le nombre de taches solaires que la NASA avait prévu, et il ne semble pas que ce cycle solaire soit parti pour être calme. On dirait plutôt que nous allons observer un rayonnement solaire très actif sur la Terre au cours des prochaines années. Début février 2022, 40 des 49 satellites de communication SpaceX en orbite au-dessus de l'atmosphère ont été détruits par une éruption solaire. Le plasma électromagnétique à grande vitesse provenant du Soleil, connu sous le nom de vent solaire, a provoqué une compression de l'atmosphère terrestre. Les satellites d'Elon Musk ont ainsi perdu leur intégrité orbitale et se sont écrasés sur Terre. Les taches solaires ressemblent à des points sombres sur le Soleil, mais elles ne sont pas sombres, elles sont simplement moins lumineuses que la surface du Soleil. Pour avoir une meilleure idée, prends une ampoule de 25 watts allumée et tiens-la devant une ampoule de 100 watts allumée. L'ampoule de 25 watts paraîtra sombre. C'est la même chose pour les taches solaires. Les taches solaires à la surface du Soleil vont presque toutes par paires. Cela s'explique par le fait que ce sont des tempêtes magnétiques dans le gaz plasmatique du Soleil. Une tache solaire sera magnétiquement positive et l'autre tache solaire sera magnétiquement négative. Entre les deux taches solaires, qui peuvent être plusieurs fois plus grandes que la Terre elle-même, circule un courant électrique qui entraîne avec lui un arc ardent de gaz ionisé. Les éruptions solaires sont un autre élément dont nous devrions nous préoccuper. Ce sont de puissantes explosions électromagnétiques à la surface du Soleil associées aux taches solaires. Lorsque le gaz plasmatique super chaud du Soleil s'agite, il tord également les lignes de champ magnétique dans les taches solaires. Lorsque ces lignes se brisent, une puissante explosion libère des rayons X et des rayons gamma à la vitesse de la lumière. Des gaz visibles sont également libérés. Les éruptions solaires ont un système de classification en fonction de leur puissance. Les éruptions solaires de classe X sont les plus dangereuses. Ce type d'éruption solaire peut provoquer des coupures radio sur toute la Terre et nuire aux satellites, aux astronautes en orbite et même aux passagers des avions à haute altitude. Les éruptions solaires de classe M provoquent des aurores spectaculaires au pôle nord et sud de la Terre, tandis que les éruptions solaires de classe C n'ont presque aucun effet sur notre planète. Mais les éruptions solaires ne sont pas les plus grandes explosions qui se produisent sur notre étoile. CME est l'abréviation de Coronal Mass Ejection, soit éjection de masse coronale, et celles-ci sont beaucoup plus massives que les éruptions solaires, et plus dangereuses lorsqu'elles se dirigent vers nous. Comme leur nom l'indique, les éjections de masse coronale sont des explosions qui prennent naissance dans la couronne du Soleil. Elles projettent des millions de tonnes de gaz ionisé chaud vers l'extérieur de la couronne, qui est la couche de gaz mince et brillante qui entoure la surface du Soleil. La couronne du Soleil est beaucoup plus chaude que sa surface. Tandis que la température de la surface est d'environ 5500 degrés Celsius, celle de la couronne se situe entre 500 000 et 1 million de degrés. La question de savoir pourquoi et comment la couronne est beaucoup plus chaude que la surface du Soleil est un autre grand mystère que les scientifiques n'ont pas encore complètement élucidé. Une théorie récente affirme que la couronne est chauffée par des ondes sonores et que les réactions nucléaires du Soleil font beaucoup de bruit. Le projet GONG, qui signifie Global Oscillation Networking Group, a été mis en place sur Terre pour surveiller les ondes sonores du Soleil. Il s'avère que le Soleil sonne ou oscille comme une cloche. Il y a 5 sites d'observation à travers le monde. Un en Inde, un en Australie, un aux îles Canaries, un au Chili et un en Californie, qui surveillent en permanence les plus de 10 millions d'ondes sonores qui se déplacent autour du Soleil. Maintenant que le Soleil entre dans une phase active, nous pouvons nous attendre à voir des CME plus puissantes se diriger vers nous. Les gaz expulsés par le Soleil sont ionisés et dépouillés de leurs électrons par la chaleur intense, ce qui les amène à former une tempête de protons qui peut traverser l'espace à une vitesse d'environ 800 km par seconde. Ces noyaux atomiques chargés positivement seront en grande partie bloqués ou déviés par le champ magnétique qui s'étend autour de la Terre. Notre atmosphère n'est d'aucune aide contre une tempête de protons.
bien que le dernier kilomètre d'air au-dessus de la surface de la Terre arrête les rayons X nocifs des éruptions solaires, le vent de particules du Soleil ne peut être arrêté que par la magnétosphère terrestre. Nous pouvons nous attendre à des aurores spectaculaires autour des pôles magnétiques de la Terre, et il est très possible que ces aurores s'étendent jusqu'aux latitudes moyennes lorsque la Terre traverse une éjection de masse coronale. Actuellement, une sonde spatiale américaine se dirige vers la couronne solaire. Comme cette dernière s'étend sur plusieurs millions de kilomètres, la sonde, nommée Parker Solar Probe, se trouve à 3,8 millions de kilomètres de la surface de notre étoile, soit environ 1/10 de la distance qui la sépare de Mercure. La sonde subit des températures de 1300 degrés Celsius, mais elle est pourtant maintenue à une température parfaite. Un bouclier thermique en composite de carbone de 11 cm d'épaisseur protège les télescopes et les magnétomètres de la sonde qui mesurent l'intensité du vent solaire. Les 5 antennes qui dépassent dans les gaz coronaux sont fabriquées dans un alliage qui peut résister aux températures extrêmes de la couronne. Le récent double cycle calme du Soleil est un peu inquiétant lorsqu'on essaie de prédire à quel point le Soleil sera actif durant ce prochain cycle. Les taches solaires ont complètement disparu pendant un long moment de toute la surface du Soleil. C'est comme si les distorsions magnétiques que nous voyons habituellement sur la photosphère du Soleil s'étaient effondrées à l'intérieur de celui-ci. Un magnétisme intense arrive maintenant à la surface et perce dans la couronne. Le National Center for Atmospheric Research de Boulder, dans le Colorado, prévoit que ce cycle solaire, le numéro 25, sera l'un des plus forts jamais enregistrés. Le dernier cycle solaire a été très calme, avec un nombre de taches solaires de seulement 116, sachant que la moyenne est de 170. La prédiction pour ce cycle se situe entre 210 et 260 taches solaires, ce qui en ferait l'un des plus forts de tous les temps. Nous risquons de perdre davantage de satellites à cause d'un vent solaire plus fort. Nous pouvons également nous attendre à des surcharges du réseau électrique lorsque la tempête de protons atteindra son pic en 2025. Cela signifie que nous devons nous attendre à une interruption de nos services Internet, car les protons chargés positivement pénètrent dans les câbles, se dirigent vers les transformateurs et les surchargent. Le 12 mars 1989, une puissante CME a frappé la Terre et a causé des ravages absolus dans nos réseaux électriques. Allons-nous vivre quelque chose de cette ampleur dans un avenir proche? Reste à l'écoute. Toutes les étoiles que nous voyons, y compris notre Soleil, reposent sur l'équilibre de différentes forces. Les étoiles sont des objets très lourds, donc elles ont une forte gravité, ce qui les presse de l'extérieur et les fait rétrécir. Mais à l'intérieur de celle-ci, alors qu'elle brûle son combustible, il y a des réactions nucléaires qui produisent des quantités incroyables d'énergie. Cette énergie est la lumière et la chaleur que nous ressentons pendant la journée. Mais surtout, ces réactions augmentent la pression à l'intérieur de l'étoile et créent une force qui lutte contre la gravité. Donc, tant que le réservoir de l'étoile est plein, il n'y a aucun danger. Mais lorsque le carburant s'épuise, la pression à l'intérieur de l'étoile diminue et la gravité l'emporte. Une étoile de la taille de notre Soleil peut briller pendant environ 10 milliards d'années. Pour être plus précis, notre beau Soleil a environ 4,5 milliards d'années et a déjà brûlé la moitié de son carburant. L'étape suivante dans la vie d'une étoile se produit lorsqu'elle arrive à court de jus. La pression interne diminue, mais la gravité continue de s'exercer. À un moment donné, une étoile s'effondre tout simplement sous son propre poids et rétrécit jusqu'à la taille de son noyau à une vitesse de près d'un quart de la vitesse de la lumière. En moins d'une demi-seconde, une gigantesque étoile se transforme en un objet petit et dense. Cet effondrement rapide crée des ondes de choc incroyables qui font exploser les couches supérieures de l'étoile. Boum! À présent, une quantité incroyable d'énergie et de matière est projetée dans l'espace. À ce moment, la luminosité de l'étoile augmente des millions, voire des milliards de fois. C'est le flash que nos scientifiques peuvent voir avec des télescopes super puissants. Mais la lumière de cette explosion n'atteint notre planète que bien des années plus tard. Donc en fait, cette étoile s'est éteinte depuis longtemps. Il existe plusieurs options à ce stade. Tout dépend de la taille de l'étoile. Si sa masse est petite, environ la masse de notre Soleil, alors pendant plusieurs mois, cet éclair deviendra de plus en plus brillant jusqu'à ce qu'il atteigne son maximum. Ensuite, l'énergie de l'explosion commencera à se dissiper jusqu'à disparaître et se refroidir progressivement.
quelques années passeront et la température de l'ancienne étoile deviendra égale à celle de l'espace, et elle cessera tout simplement d'exister. Mais plus l'étoile sera lourde, plus les événements seront intéressants. Ce genre d'étoiles brûlent leur combustible beaucoup plus vite et ont une durée de vie plus courte. Les étoiles pesant environ 8 fois la masse du Soleil peuvent s'effondrer en un objet plutôt inhabituel que l'on rencontre rarement dans l'univers. Une étoile à neutrons. Cette boule creuse ne fait que 10 à 20 km de large et est recouverte d'une croûte de métal dur d'environ 1,5 km d'épaisseur. Les étoiles à neutrons peuvent peser environ 2 soleils et ont une très forte gravité. Si tu te sens à l'aise et en bonne forme sur Terre, tu ne pourrais même pas soulever une aiguille ou une allumette là-bas. De plus, tu serais pressé à la surface comme une crêpe et tout simplement incapable de bouger. Mais il y a des étoiles qui sont des dizaines de fois plus lourdes que le Soleil. L'explosion d'une supernova pareille, qui pèse au moins 40 fois plus que le Soleil, donne naissance à l'objet le plus inexplicable et le plus mystérieux de l'univers, un trou noir. Au début, une explosion incroyablement brillante se produit. Une onde de choc se propage et emporte la poussière et la matière de l'ancienne étoile comme dans un brouillard. Et à l'endroit de l'explosion, il ne reste qu'un petit disque noir. Cet abîme obscur est l'objet le plus lourd de l'univers. Il est tellement lourd que sa gravité courbe l'espace-temps autour de lui. Oui, plus tu es proche du trou noir, plus le temps passe lentement pour toi. Si tu pouvais t'approcher suffisamment de l'un d'eux, passer quelques minutes dans son orbite et revenir sur Terre, tu ne reconnaîtrais tout simplement plus ta maison. Une minute près d'un trou noir peut représenter un mois, un an ou une décennie sur Terre. Cela dépend du poids du trou noir. Mais ne t'approche pas trop près. La force de sa gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. L'humanité connaît aussi l'existence des trous noirs supermassifs. Ils accumulent progressivement leur masse, se nourrissant de différents objets cosmiques comme un prédateur. Habituellement, ces trous noirs supermassifs se trouvent au centre des galaxies et leur gravité est si forte qu'ils peuvent contenir d'innombrables étoiles à proximité. Par exemple, voici la seule photo d'un trou noir qui est situé au centre de la galaxie Messier 87. La lueur orange qui l'entoure est l'horizon des événements. Ce sont les restes de la lumière des objets que ce trou noir a avalés. Mais tu es en sécurité, le trou noir le plus proche est à 1120 années-lumière. Mais les supernovas peuvent exploser autrement que quand la gravité l'emporte sur les forces internes de l'étoile. Parfois, c'est le contraire qui se produit. La fusion nucléaire, à l'intérieur de l'étoile, commence à affecter beaucoup plus de matière que la normale. La pression à l'intérieur d'une étoile augmente et elle surpasse la force de gravité, qui exerce une pression sur l'étoile depuis l'extérieur. À cet instant, il y a un boom. Cela ne se produit jamais tout seul, et ce type de supernova n'est possible que dans les systèmes stellaires binaires. Deux étoiles tournent l'une autour de l'autre. Une étoile commence à avaler la substance de l'autre, puis les réactions nucléaires à l'intérieur ne sont plus en équilibre, et une supernova explose. Pendant un certain temps, les scientifiques ont cru qu'une explosion pareille pourrait se produire en 2022. Ce genre de système binaire existe dans la constellation du Cygne, à une distance de 1800 années-lumière du Soleil. Une nova rouge lumineuse aurait dû se produire ici. Un flash rouge de cette ampleur aurait été visible à l'œil nu pendant des mois. Et après l'explosion elle-même et la fusion de deux étoiles, une nouvelle étoile, plus chaude et plus lourde, aurait dû apparaître à leur place. Mais une nouvelle analyse des données a révélé une erreur de calcul, et cet événement ne se produira pas de sitôt après tout. Nous voyons donc maintenant qu'une explosion de supernova est un événement très dangereux, et que cela peut causer de gros dégâts sur notre planète si elle se produit suffisamment près. Le principal danger est celui des rayons gamma. Ce sont les radiations qui proviennent de l'explosion. Lorsque ces rayons atteignent la Terre, ils affectent notre bouclier, c'est-à-dire l'atmosphère. Ils réduisent la couche d'ozone et nous rendent vulnérables au rayonnement solaire et aux autres rayons cosmiques. Dans ce cas, toute vie sur la planète est en danger. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'une explosion de ce genre pourrait se produire très bientôt. Bételgeuse, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, est environ 17 fois plus grosse que le Soleil et est âgée de 8,5 milliards d'années. Elle a commencé à épuiser ses réserves de carburant. Les scientifiques prédisent que cette géante pourrait exploser comme une supernova à tout moment dans les 10 000 prochaines années. Cela pourrait donc aussi bien se produire dans quelques siècles que demain. Tout se passera comme suit.
Bételgeuse s'effondrera en une fraction de seconde, puis elle explosera avec une telle intensité qu'elle ressemblera à une deuxième lune dans le ciel nocturne. Nous observerons un nouveau point lumineux dans le ciel pendant des semaines ou même des mois. Mais ensuite, elle commencera à s'effacer jusqu'à disparaître complètement. Mais pas sans laisser de traces. À sa place, il y aura une étoile à neutrons qui pèsera 1,5 fois notre Soleil. Ce sera l'un des plus grands événements que l'humanité ait jamais connu. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Bételgeuse est à environ 550 années-lumière de nous, donc ses rayons X et ultraviolets ne nous affecteront pas. Un danger bien plus grand est posé par la libération de matière qui se produit lors de l'explosion d'une supernova. Mais cela ne devrait pas t'inquiéter non plus. L'onde de choc atteindra la Terre 6 millions d'années plus tard, et elle sera balayée par le vent solaire. Donc, si nous voyons Bételgeuse exploser aujourd'hui, ce sera un spectacle incroyable. Mais en fait, l'étoile n'existera plus à ce moment-là, car cela voudrait dire que l'événement lui-même s'est produit il y a près de 6 siècles. C'est juste que maintenant, la lumière de l'étoile parvient enfin jusqu'à nous. Certains scientifiques pensent que les événements liés à l'extinction de l'Ordovicien silurien, qui s'est produite il y a près d'un demi-milliard d'années, se sont produits exactement à cause de l'explosion d'une étoile. Ensuite, près de 60% des vertébrés marins se sont éteints. Pourtant, il ne s'agissait pas d'une supernova, mais d'une hypernova. C'est ce que les scientifiques appellent des explosions d'étoiles 100 à 150 fois plus grosses que le Soleil. En plus de ce poids anormal, l'étoile doit tourner très rapidement. Ce genre d'objets sont très rares. Dans notre galaxie, ils sont peu nombreux et les scientifiques pensent que les hypernovas se produisent environ une fois tous les 200 millions d'années.